Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. À la une de l'actualité ce samedi, la police républicaine face à la presse. Vendredi dernier, c'est un rendez-vous qui répond à sa nouvelle stratégie de communication. Le premier exercice a été assuré par le porte-parole de l'institution. Au menu, le point détaillé des opérations menées au titre des mois de septembre et octobre 2025. On en parle dans un instant. On parlera également de cette rencontre technique tenue par le Fonds africain de garantie et de coopération économique avec ses partenaires. C'était le mercredi et jeudi dernier au siège du FAGAS à Cotonou. L'atelier vise à présenter le projet de plan stratégique 2026-2030 du Fonds. Le document actuel prend fin le 31 décembre 2025. Images et reportages à suivre également les temps forts de la cérémonie de récompense des vainqueurs des éditions 2024 et 2025 du Grand Prix littéraire du Bénin. L'initiative célèbre les figures remarquables de la scène du livre. L'Agence de développement des arts et de la culture en est l'organisatrice. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. En ce 1er novembre 2025, où les catholiques célèbrent la fête de tous les saints, communément appelée Toussaint, la mairie de Cotonou, à travers son initiative de prière pour les défunts, a sacrifié à sa tradition annuelle. Et vous allez le voir dans la matinée de ce samedi, une délégation de la municipalité de Cotonou s'est rendue au cimetière PK14 pour prier pour les défunts qui y reposent. Au reportage. La mairie de Cotonou honore une nouvelle fois la mémoire des défunts au sein des cimetières sous sa tutelle. À PK14, ce samedi 1er novembre 2025, la municipalité a prié pour le repos de leurs âmes. Un moment solennel, ponctué de prières en leur faveur pour qu'ils aient une paix éternelle. Pour commencer, la minute de silence est observée. Un moment de recueillement collectif pour témoigner du respect à toutes ces personnes décédées. S'ensuivront le dépôt de gerbes et la prière au niveau de la tombe symbolique choisie pour l'exercice à l'intention de tous les défunts qui reposent ici au cimetière de PK14. Il nous a été souvent dit dans les églises que les morts n'ont besoin que de prière. Ce n'est qu'un rappel à chacun de nous pour dire que ce soit dans nos maisons, dans nos cimetières privés, dans les cimetières publics, que nous prions pour nos morts. Nous prions pour nos morts pour demander à Dieu de leur accorder la paix, de les accepter dans son royaume, où il y a la lumière éternelle. Et qu'en retour, naturellement, ils puissent également penser à nous, nous qui sommes encore les vivants. Au-delà de cette prière, plusieurs autres actions sont menées dans le cadre de cette célébration de la fête de Toussaint, entre autres l'aménagement et le nettoyage des cimetières. De quoi permettre aux populations de s'y rendre et prier pour leurs défunts dans un cadre agréable. Pour nos concitoyens, déjà leur souhaiter bonne fête, leur demander aussi de contribuer. Parce que le citoyen, c'est celui-là qui est au cœur de la gestion de sa cité, de la cité, de sa ville. Donc il ne faut pas attendre nécessairement le maire, on peut s'organiser pour contribuer donc à un cimetière vraiment agréable. Et c'est le message que je leur donne. Et je leur donne vraiment, je leur demande, je leur souhaite une très bonne fête et de beaucoup prier pour nos morts. Tout comme ici, la prière s'est déroulée sur plusieurs autres sites comme dans les cimetières d'Apapa, de Zogbo et de Sommet dans la commune d'Abomey-Calavi. Sécurité à présent, la police républicaine renforce sa stratégie de communication à travers l'instauration de rendez-vous périodiques avec les hommes des médias. L'acte 1 de cette nouvelle dynamique a été posé ce vendredi à la direction générale de l'institution sécurité à Cotonou sous la conduite de son porte-parole. Il s'agit d'un point de presse visant à présenter aux populations un bilan détaillé des opérations menées au titre des mois de septembre et octobre 2025. Reportage. Des réseaux démantelés et des vies protégés. Ainsi se résume la rançon des différentes opérations exécutées par la police républicaine au cours des 2 derniers mois. Trafic illicite, atteinte aux biens, atteinte aux bonnes mœurs, délinquance juvénile, grand banditisme, terrorisme, bref, tout le champ lexical de l'insécurité est balayé
par le point présenté à la presse. La saisie d'environ 4 tonnes de produits pharmaceutiques avariés dans la commune d'Adjara par le commissariat de l'arrondissement de Ronvier dans la nuit du 17 au 18 octobre 2025. L'arrestation de 30 individus pour vol de motocyclettes, de climatiseurs, de portables, d'ordinateurs et détention d'armes à feu par le commissariat de l'arrondissement de Godomé dans la nuit du 28 au 29 septembre 2025. Le 11 septembre 2025, les éléments du commissariat du 5e arrondissement de la ville de Cotonou ont arrêté 18 individus surpris en flagrant délit d'atteinte à l'hygiène. Au-delà de ces exploits qui témoignent de la lutte acharnée menée par les forces de l'ordre contre la pègre, toutes les violations du code de la route commises dans la période indiquée sont enregistrées et les statistiques dévoilées. 3 713 cas d'excès de vitesse en agglomération ont été constatés, impliquant bien sûr des véhicules légers. 88 cas d'excès de vitesse en agglomération ont été constatés par rapport aux véhicules poids lourds. En ce qui concerne les refus d'obtempérer, 1133 cas ont été constatés. Respect des feux tricolores, 779 cas. Par cet exercice nouveau, la police républicaine entend fixer un programme de reddition de comptes et sensibiliser les populations sur les comportements citoyens à adopter dans la cité pour la sécurité de tous. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique a tenu mercredi et jeudi dernier une rencontre importante avec ses partenaires. Il était question de discuter autour de l'élaboration du plan stratégique 2026-2030, le plan en cours et qui va prendre fin le 31 décembre 2025. Dans 2 mois donc, vise à transformer le fonds en une institution de garantie moderne contribuant au développement socio-économique et à l'intégration financière de l'Afrique. Au thème des travaux de l'atelier, le directeur général du FAGAS et quelques partenaires ont fait le point à la presse. On va suivre. L'objet de cette rencontre, de cet atelier, est de permettre au FAGAS de présenter le projet au niveau technique à ses partenaires pour qu'on puisse de manière croisée échanger, challenger le travail qui a été fait par les experts du FAGAS. Donc l'exercice qui est technique a permis à nos partenaires de revisiter le projet que nous avons fait avant la soumission aux instances. Quels sont les points forts, quels sont les points à améliorer pour qu'on puisse soumettre dans les prochaines semaines au conseil d'administration et au conseil des ministres du FAGAS. Ce qui est important à relever, c'est que c'est un plan stratégique qui a été élaboré entièrement par les équipes internes du FAGAS. Et nous savons tous aujourd'hui le rôle important que les fonds de garantie jouent dans le renforcement du financement des économies de nos États membres. Les États membres du FAGAS et également de façon générale, les États africains font face à des défis importants en matière de financement des secteurs clés. La BCEAO, en tant que banque centrale et régulateur et aussi du secteur bancaire de l'UMOA, donc vient également pour apporter sa contribution aussi dans le cadre donc, de ce plan stratégique qui concerne aussi le secteur bancaire qui est un des secteurs principal bénéficiaire de la garantie du FAGAS. Avec les éléments que nous avons développés avec le FAGAS, je crois que beaucoup de produits ont été développés et ça va à l'avantage des clients et ça va à l'avantage de nous autres en tant que structure d'ingénierie financière pour pouvoir permettre aux entreprises, aux structures qui nous sollicitent d'avoir le soutien. Je crois qu'avec le plan stratégique que nous avons vu, il y a vraiment de l'espoir.
De l'espoir pour une meilleure intégration financière de l'Afrique, il faut préciser que les principaux objectifs du plan stratégique 2021-2025 du FAGAS sont de moderniser ses opérations, de renforcer sa gouvernance, d'élargir son soutien aux PME et aux projets d'envergure et de devenir par conséquent un partenaire privilégié des institutions financières africaines. En 5 années de mise en œuvre, quel bilan peut-on faire et quel est le contenu du plan stratégique en cours d'élaboration? Les éléments de réponse sont avec le directeur général du FAGAS qu'on va suivre. Vous vous rappelez que le Conseil des gouverneurs a adopté le plan stratégique 2021-2025 en février 2021. En termes de résultats et de bilan, je peux vous dire que nous avons réussi parce que les objectifs assignés à l'ancien plan ont été de loin dépassés de très loin. Les performances du FAGAS vont du simple au quadruple. Donc, c'est dans le sillage de ce succès, des résultats exceptionnels que nous avons réalisés, que nous sommes en train de bâtir ce nouveau plan qui est aussi ambitieux et qui les innovations consistent à continuer dans le prolongement par continuité de l'ancien plan, là où on avait réussi, c'est-à-dire le renforcement de la gouvernance surtout, parce que sans une gouvernance exemplaire, un fonds de garantie ne peut aller nulle part. Donc, notre succès dépend de la qualité de la gouvernance, la rigueur, la responsabilité et la redevabilité de ces instances-là. Donc, il faudrait qu'en tant que certification de confiance, le FAGAS puisse développer et renforcer son dialogue, la transparence et la confiance entre partenaires. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt du continent, de l'intérêt des États membres. Nous sommes ouverts et transparents dans nos relations avec le secteur bancaire, avec toutes les banques centrales qui nous supervisent dans le bureau indépendant d'évaluation, les commissariats aux comptes qui nous évaluent, les agences de notation également qui continuent. Nous sommes notés par 2 agences. Donc, c'est le secret de la réussite du FAGAS repose sur cela. Donc, nous sommes conseillers techniques des États, des actionnaires, pour pouvoir les accompagner dans la mobilisation de ressources, parce que l'impact que le FAGAS a aujourd'hui en termes de résultats impacte le bien-être de la population. Nous sommes partis en 2021 d'un résultat de 400 milliards. En 5 ans, les engagements en garantie ont atteint 3 000 milliards qui ont permis de mobiliser 7 000 milliards pour les pays. Donc voilà notre philosophie, notre nouvelle vision d'être une institution publique au service des États, des économies, du secteur privé et du secteur bancaire. Retour sur cette actualité qui nous conduit au Palais des gouverneurs. C'est à Porto-Novo. L'Assemblée nationale a ouvert ce vendredi la 2e session ordinaire au titre de l'année 2025, encore appelée session budgétaire. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale du Sénégal. À l'ouverture solennelle de la session, il y a eu d'importantes annonces. D'abord, la démission de Michel Sodinou et 5 autres députés du groupe parlementaire, les démocrates. Ensuite, donc l'introduction par le président des groupes parlementaires, Bloc républicain et Union progressiste, le renouveau, d'une nouvelle proposition de loi portant à révision de la Constitution. On va faire le point avec Emma Rodono. C'est une rentrée parlementaire à fort enjeu qui s'est ouverte ce vendredi à Porto-Novo. Avant même le lancement officiel des travaux de cette session budgétaire, 2 annonces majeures ont retenu l'attention de la représentation nationale. D'abord, la démission en cascade de 6 députés du groupe parlementaire de l'opposition Les Démocrates et l'annonce de l'enrôlement d'une proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par les 2 groupes parlementaires de la mouvance. C'est sur ce fond politique dense que s'est ensuite déroulée la cérémonie officielle d'ouverture. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, a rappelé le rôle crucial de cette session. Comme nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de cette législature, permettez-moi de vous remercier, mes chers collègues députés, pour votre assiduité aux travaux et la qualité des débats parlementaires. C'est tout à votre honneur. Mon souhait
Le plus ardent est que cette attitude soit maintenue jusqu'à la fin de nos travaux qui démarrent ce jour. La présente session ordinaire sera prioritairement consacrée à l'examen et au vote du projet de loi de finances au titre de la gestion 2026 que le gouvernement nous a transmis dans les délais prescrits. Mais elle nous permettra aussi, dans la mesure du possible, de poursuivre et de parfaire l'exaltante œuvre de réforme politique et de modernisation du fonctionnement de nos différentes institutions à laquelle nous sommes attelés depuis bientôt 3 ans. À sa suite, son hôte de marque, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a salué la vitalité démocratique du Bénin et la solidité des liens interparlementaires entre les deux pays. Nous, Sénégalais et Béninois, sommes les mêmes enfants du Dahomey et de la Teranga, unis par la mémoire et portés par l'espérance. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, aujourd'hui, il nous revient d'écrire un nouveau chapitre de notre coopération, celui de la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire, ce n'est pas seulement un prolongement de l'action gouvernementale. C'est une diplomatie du cœur et de la parole, celle qui unit les peuples par la confiance et le respect mutuel. Au regard des enjeux, cette session budgétaire s'annonce décisive à la fois pour les équilibres politiques internes et pour les grandes orientations économiques de l'année 2026. Et cette question légitime que certains citoyens se posent en ce moment même, pourquoi une nouvelle révision de la Constitution? Eh bien, on en sait un peu plus sur les motivations des initiateurs de cette proposition. Le député président du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seibou, l'un des auteurs de la demande, nous lève ici un coin de voile sur les visées de leur démarche. On va l'écouter au micro de Emma Rodon. Nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale d'une requête qui vise à réviser notre constitution de 1990 sur un point qui, entre autres, nous le saisissons principalement sur un point de création du Sénat au Bénin, parce que ça fait partie des réformes que nous devrions opérer. Et la 9e législature, comme vous la voyez, elle est de 3 ans. Certains ne comprennent pas qu'elle est une législature de transition qui doit asseoir tous les fondements qu'il faut pour que notre pays fonctionne dans une bonne démocratie et de façon harmonieuse. Dans notre paysage, il manque le Sénat qui doit jouer un certain nombre de rôles qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle la haute chambre, où on retrouve les anciens présidents de la République, les anciens présidents ainsi de suite. Lorsque nous allons dépouiller le contenu, vous verrez bien, puisque nous reviendrons de là en large avec vous, dans les débats, dans ce que vous allez nous secouer, en ce moment-là, on aura le temps de revenir dessus en profondeur. Qui sont ceux qui composent une Sénat? Ce n'est pas de l'Assemblée, ce n'est pas des votes. Il y a des membres de droit. Il y a des membres nommés. Les membres de Sénat ne sont pas... Vous voyez, quand vous marchez d'une certaine manière, on dit vous marchez en pas de sénateurs. Au Sénat, je retrouve les anciens présidents d'Assemblée, les anciens présidents de certaines institutions, ainsi de suite. Je vous ai dit, je suis un député. Je l'ai toujours défendu. J'ai des droits. Mon droit, c'est de proposer les modifications des lois, modification de la Constitution. Il n'y a rien qui puisse se modifier sur les fondements de ce pays dont je n'ai pas le droit d'initiative. Et si je ne le fais pas, je ne sais pas qui va le faire. Donc, quand on le fait, c'est vous qui relayez pour dire « Ils veulent toucher la Constitution, ils veulent toucher ». Mais dans tous les pays du monde, de tous les pays démocratiques, toucher la Constitution se fait sur la base d'éléments qui le réclament. Comme nous sommes en session budgétaire, nous allons parler exclusivement du budget. Nous allons étudier
avec Binici, le budget, le projet du budget exercice 2026. C'est avec cette étude du budget que nous allons permettre, nous allons donner les moyens au gouvernement et particulièrement au nouveau président qui sera élu en 2026. Nous allons donner les moyens de bien travailler, de pouvoir bien travailler, j'allais dire. Donc c'est une session budgétaire très capitale pour la suite. Et vous savez que depuis 10 ans, notre pays est en plein épanouissement, en plein développement. Donc nous voulons donner les moyens au nouveau président pour continuer les performances des 10 années passées. Je crois qu'on ne pourra pas épuiser l'ordre du jour parce que c'est une session transitoire. On fera les trucs les plus urgents et puis ceux qui viendront après, nous ferons le reste. Autre volet de l'actualité dans cette édition, après une année de répit, le Grand Prix littéraire du Bénin, institué pour célébrer les figures remarquables de la scène du livre, donc fait son grand retour. Organisé par l'Agence de développement des arts et de la culture, la cérémonie de remise de prix aux vainqueurs des éditions 2024 et 2025 a eu lieu jeudi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. L'événement a réuni écrivains passionnés de lecture, acteurs institutionnels et professionnels des médias. Reportage. Au titre de l'année 2024, les éditions d'Agan soulèvent le prix de l'éditeur. Jacques Laleye, journaliste culturel, décroche le prix Jérôme Carlos, tandis que le prix Paul Khazoumen de l'essai est décerné à Émeric Patrick Efibolet pour son ouvrage intitulé « Politique culturelle au Bénin ». Le vainqueur du prix Jean Pliant de la fiction littéraire est l'écrivain Fousseni Tanko Bana Kouroudi, auteur de l'ouvrage « Confluence ». Pour l'édition 2025 du Grand Prix littéraire du Bénin, en raison d'un défaut d'émulation dans certaines catégories, seules 2 récompenses sont attribuées. Il s'agit du prix Jérôme Carlos accordé à Jean-Claude Guidjimet du média Éduc Action et du prix Jean Pliant de la fiction littéraire dont le lauréat est une figure emblématique du théâtre béninois, Claude Balogun. Il est récompensé pour son livre titré Yenou. C'est une histoire d'un couple qui n'a pas eu d'enfant, qui a demandé, qui cherchait une mère porteuse. Difficilement, cette fille qui s'appelle Wogo a accepté porter cette grossesse-là. Difficilement, parce que ce n'est pas de notre réalité. Mais en voulant donner naissance à cet enfant, elle a donné naissance à 2 filles. Au-delà de la récompense, le Grand Prix littéraire du Bénin nous rappelle la place centrale du livre dans la société. La littérature nous aide à comprendre notre histoire, à interroger notre présent et à imaginer notre avenir. Le Grand Prix littéraire du Bénin est une organisation de la DAC dont le directeur général ne cache pas son sentiment de nostalgie face à la poussée de l'inculture et de l'appauvrissement langagier des Béninois. J'entends depuis ce pupitre le bruit assourdissant du rétrécissement du viatique langagier de mes concitoyens, même les plus lettrés d'entre nous, tels une peau de chagrin. Le dictionnaire français contient entre 40 et 45 000 mots. Voilà quelques soucis avec cet élément sur lequel nous allons sans doute revenir dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité à présent, les jeunes leaders du Bénin portés par la Fondation Frédéric Ebert sont allés à la découverte de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, qui est une institution républicaine chargée entre autres de réguler le fonctionnement des médias. Ces jeunes sont allés comprendre sa mission et surtout en période post-électorale. Édouard Loko, président de la HAC, n'a pas manqué l'occasion dans une démarche pédagogique pour éclairer ses visiteurs. Reportage. Venus des 4 coins du pays pour s'enquérir des missions de la HAC, les jeunes leaders du programme porté par la Fondation Frédéric Ebert ont eu à échanger avec le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Une occasion pour eux de comprendre le rôle et la mission de l'institution de régulation de la communication au Bénin. Nous sommes ici dans le cadre du programme Jeunes Leaders du Bénin, Monsieur le Président, un programme que nous avons lancé en 2014 et un programme qui est à sa 12e promotion.
Et nous parlons des relations entre l'État et le citoyen. Nous parlons de la radioscopie de l'économie. Nous parlons des questions d'employabilité, de justice sociale. Nous parlons de la sécurité aussi et des enjeux sécuritaires dans la République. Voilà brièvement, Monsieur le Président, ce qui nous amène aujourd'hui. Et une fois encore, merci d'avoir accepté de nous accueillir. Nous avons deux codes. Le code de l'information et de la communication, qui régit les activités médiatiques, et le code du numérique, comme elle a dit, qui est plus global, qui concerne maintenant tous nos web activistes, tous ceux qui se découvrent des vocations de journalisme et qui n'en ont pas la profession. Ça, c'est le code du numérique et c'est normalement le procureur qui s'en saisit. Si le procureur n'intervient pas, nous saisissons même le procureur. Et aujourd'hui, nous travaillons aussi avec le CNIM, Centre national d'investigation numérique. Donc, ce n'est pas si étanche, c'est au cas par cas que nous exerçons. Au terme de cette rencontre, les jeunes ont exprimé leur satisfaction. Nous avions été très honorés de l'accueil déjà de la HAC, des responsables de la HAC, en l'occurrence son président. Et nous avions été très bien reçus et nous avions des échanges très riches qui nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de la HAC, les responsabilités de la HAC et ce que nous, jeunes, nous pouvons déjà aussi, à notre niveau, faire pour accompagner la HAC dans son travail. Cette séance d'échange aura permis de lever le voile sur les missions de la HAC. Elle a été également l'occasion de mieux rapprocher l'institution de ces jeunes citoyens engagés. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 1er novembre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Tchano, c'est à Atiémé. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On prend rendez-vous pour demain à partir de 13h sur le grand format. Bonsoir chez vous.